Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire qui s'est passée en Corée il y a de ça pas mal de temps et qui est assez connue là-bas. C'est un fait divers assez sombre et une histoire plutôt mystérieuse. Tous les Coréens connaissent cette histoire. J'en ai parlé avec Jongwan et effectivement dès que je lui ai donné le nom de l'histoire ça a cliqué dans sa tête. Donc c'est un fait divers assez triste mais qui est vraiment pas mal connu en Corée et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter cette histoire. C'est le type d'histoire et de format que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne, c'est une histoire assez lourde donc je vous préviens si vous êtes peut-être un peu sensible, c'est une histoire qui est assez dure émotionnellement à entendre. Nous sommes le 26 mars 1991 à Daegu en Corée du Sud. C'est un jour un peu particulier parce que cette journée-là, c'est férié en Corée du Sud. Pourquoi c'est férié? En effet, c'est la première fois en plus de 30 ans qu'il y a des élections démocratiques qui se déroulent en Corée. Ça veut dire que les magasins, les écoles, les campus sont fermés, tout est fermé parce qu'aujourd'hui les Coréens vont voter. C'est un jour assez important parce que à ce moment-là, la démocratie en Corée, elle est quand même très fragile. Ça fait plus de 30 ans que les Coréens n'ont pas été votés. Les écoles étant fermées, tous les enfants ont du temps libre et c'est comme ça que 5 garçons, 5 amis décident de sortir ensemble dehors pour pouvoir aller jouer à la montagne. Ces 5 garçons, il y a Woo Chol-won, âgé de 13 ans, Cho Ho-yeon, 12 ans, Kim Young-gyu, 11 ans, Park Chang-in, 10 ans, Kim Jong-sik, 9 ans. Ces garçons étaient en fait très proches, c'était un groupe d'amis assez soudés, ils allaient dans la même école, donc pas dans la même année, mais ils allaient dans la même école, ils habitaient dans la même rue, leurs familles se connaissaient et ils avaient pour habitude, à la sortie de l'école, d'aller jouer ensemble dehors. Donc ils décident tous ensemble de se rendre sur une petite montagne qui est située à quelques centaines de mètres de chez eux. La montagne n'est pas très loin et elle est pas très haute non plus puisque quand on monte au sommet de la montagne, on est quand même qu'à 100-150 mètres de la rue qui est juste en bas. Donc c'est vraiment pas une montagne qui est très élevée. Donc à ce moment-là, c'est le matin, les enfants sont partis en balade et puis le temps passe. Vers 13h, le père d'un des garçons reçoit un appel de l'académie de taekwondo qui lui dit que son fils ne s'est pas présenté au cours. Donc le père est un peu surpris, il se rend dans la rue, il va toquer aux maisons des autres garçons pour parler à leurs parents et il demande aux autres parents est-ce que leurs enfants se sont rendus à leurs activités extrascolaires puisqu'ils avaient des cours à l'académie privée. Donc il va voir les autres parents en leur demandant s'ils ont vu leurs enfants. Les parents se renseignent et se rendent compte que leurs enfants ne se sont pas non plus présentés à leurs cours privés. Donc à ce moment-là, les parents ne savent pas où sont leurs enfants et ça fait plusieurs heures qu'ils sont partis. Donc les parents évidemment sont inquiets, ils se dirigent tous ensemble à la montagne donc parce qu'ils savent à peu près où leurs enfants ont l'habitude de traîner. Donc ils se rendent sur la montagne pour aller chercher leurs enfants, ils vont dans les aires de jeu qui sont aux alentours, ils font le tour du quartier pendant plusieurs heures. Ils vont chercher si longtemps que le soleil va finir par tomber et à ce moment-là ils n'arrivent plus à chercher, il fait trop noir, il n'y a pas d'éclairage dans la montagne et surtout les recherches ne les mènent nulle part. Donc à ce moment-là ça fait plusieurs heures que les enfants n'ont pas donné signe de vie et qu'ils ne sont pas rentrés à la maison. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident d'appeler la police pour leur signaler la disparition de 5 garçons. Comme je vous ai dit, ce jour-là, c'est un jour important en Corée, c'est le jour des élections. C'est un jour très important pour la démocratie et tout le monde ne parle que de ça. Les médias, les journaux, tout le monde est concentré sur les élections et c'est la même chose pour la police. Ils sont concentrés sur ce qui est en train de se passer pour le pays. Donc quand les parents se rendent au poste de police pour signaler la disparition de leurs enfants, une disparition inquiétante parce que je vous rappelle quand même que le plus jeune il a 9 ans, la police ne fait rien du tout. La police renvoie les parents chez eux et leur dit d'attendre encore un petit peu parce que peut-être que les enfants sont tout simplement égarés ou peut-être que les enfants vont bientôt rentrer. À ce moment-là, il ne va rien se passer pendant plusieurs jours. Les enfants ne rentrent pas à la maison, les parents continuent de chercher, à essayer de mobiliser la police qui met très longtemps avant de réagir. La police va mettre plus de 6 jours avant de lancer les premières recherches et à considérer vraiment l'affaire sérieusement. Du moment où la police va lancer les recherches, le mot va passer assez rapidement, l'affaire va prendre de l'ampleur, les médias vont en parler de plus en plus, les écoles des enfants se mobilisent puisqu'elles impriment des flyers avec le visage des enfants qu'elles distribuent dans les écoles, dans les rues et dans tous les endroits où il pourrait y avoir un peu de monde. Les journaux nationaux commencent à parler de l'affaire, on voit les visages des petits garçons qui commencent à s'afficher un petit peu partout, on met leur visage sur des briques de lait, on met leur visage sur des panneaux publicitaires, on met leur visage sur des boîtes de céréales et sur des boîtes de bonbons, on distribue des flyers dans tous les endroits où il pourrait y avoir du passage, ça devient une affaire nationale.
Le président de l'époque, Roh Tae-woo, déploie des centaines de milliers de policiers et de militaires sur la zone à chercher, mais également dans tout le pays. Beaucoup de dons sont faits, 42 millions de won sont récoltés, soit 35 000 $, et cet argent est promis à quiconque pourra donner une piste fiable ou même ramener les enfants. La police va passer la montagne au peigne fin, la zone où ils auraient supposément disparu va être cherchée plus de 500 fois. On cherche partout, on va chercher dans les rivières, on va chercher dans les forêts, on va chercher dans les stations de train, les stations de bus, on va chercher dans les aéroports, on cherche également dans les ports, on va fouiller les bateaux de pêcheurs, on les cherche absolument partout. Le problème dans cette histoire, c'est vraiment que les enfants ont disparu sans laisser de traces. C'est-à-dire que les policiers et les militaires recherchent, mais ils n'ont absolument aucun indice sur où pourraient se trouver les enfants. Ils se sont vraiment volatilisés sans laisser aucun indice derrière eux. Petit à petit, les jours se transforment en semaines, les semaines se transforment en mois, les mois se transforment en années, et personne ne trouve les enfants. Personne ne trouve le moindre indice. Évidemment, plus le temps passe et plus la possibilité de trouver les enfants vivants s'amoindrit. Après quelques mois et quelques années, les policiers commencent peu à peu à se démotiver et à plus savoir où chercher. Finalement, ce sont les 5 pères qui quittent leur travail définitivement pour pouvoir se consacrer uniquement à la recherche de leur fils. Donc les 5 papas vont acheter une camionnette sur laquelle ils vont placarder le visage de leurs enfants et ils vont traverser le pays en long, en large et en travers. Ils vont remuer ciel et terre pour retrouver leurs enfants. Ils vont se rendre dans toutes les grandes villes de Corée, même dans les petites, et ça ils vont le faire pendant plusieurs années. L'affaire étant au point mort, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit, aucun indice, aucune trace, rien du tout, les recherches diminuent de plus en plus jusqu'à être abandonnées. Vers la fin des recherches par la police et par les militaires, ils cherchaient vraiment de manière complètement random. Vu qu'ils avaient aucun indice, aucune piste, à rien du tout, ils cherchaient sans vraiment savoir où chercher, c'est-à-dire qu'ils pouvaient aller dans certains ports en Corée, puis se mettre à fouiller des bateaux de pêche en espérant les trouver. Ils ont cherché des petites îles autour de la Corée. Vous savez, il y a des centaines d'îles autour de la Corée du Sud. Ils allaient sur certaines îles pour chercher, sans jamais avoir la moindre piste ou la moindre raison d'être là. Mais en gros, ils étaient déployés sur le terrain sans savoir où chercher. Pour garder l'affaire vivante, les parents ont investi énormément d'argent et au point qu'ils ont même été victimes d'arnaques. Il y avait des auteurs qui les contactaient en leur disant qu'ils voulaient écrire un livre ou un article sur leur histoire. Il y avait des chanteurs et des chanteuses qui disaient qu'ils voulaient produire une chanson, écrire une chanson sur leurs enfants. Il y avait des réalisateurs qui les contactaient pour faire des films ou pour faire des documentaires. Et ces gens contactaient les parents en leur demandant un financement. Donc on demandait aux parents de financer ces projets et en gros les artistes et les personnes qui réalisaient ces projets promettaient que tous les bénéfices seraient reversés à la recherche des enfants. Faut savoir que ces projets, il y en a quasiment aucun qui a marché. Donc il y a eu très peu de bénéfices. Au final, les parents ont perdu beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont gagné dans ces histoires. Et en plus, ça n'a apporté aucune nouvelle preuve. Il y avait une ligne téléphonique qui était à disposition des gens pour qu'ils puissent appeler et potentiellement donner des informations, la moindre piste. Il y a eu des centaines de fausses pistes qui ont été données, évidemment. Il y a ce moment très cruel où il y a une personne qui a appelé et qui a fait une blague au téléphone en se faisant passer pour l'un des fils et en pleurant au téléphone. Il a très vite été découvert que c'était vraiment juste une blague de très mauvais goût. Il y a aussi une fois où un homme a appelé et a prétendu avoir les 5 enfants en otage et il demandait une rançon. La police a investi et puis s'est très vite rendu compte que pareil, c'était juste une vaste blague. Après plusieurs années à chercher à ratisser le pays de fond en comble, les parents finissent par rentrer chez eux et à reprendre leur travail, puisque même s'ils aimeraient continuer à chercher, ils se sont endettés, ils ont plus d'argent, ils ont plus de fonds pour continuer les recherches, donc il faut qu'ils continuent et qu'ils retournent travailler pour pouvoir regagner de l'argent. À ce moment-là, les parents, ils arrêtent pas les recherches, mais ils diminuent fortement puisqu'ils n'ont tout simplement plus les moyens de le faire. Le coup de grâce vient quelques années plus tard quand il y a un prétendu psychologue spécialisé dans les affaires criminelles qui vient en Corée du Sud. C'est un Coréen qui s'appelle Kim Ga-won et il va tout simplement accuser un des parents d'avoir tué les enfants et de les avoir enterrés sous sa maison. Donc il va être très vocal à ce sujet-là, il va en parler dans les médias, il va en parler à la police et il va accuser haut et fort le père de Jong-sik de l'avoir tué et d'avoir enterré tous les enfants sous sa maison, plus précisément sous sa salle de bain. C'est pas que les gens l'ont cru, mais il y avait quand même le doute. Et la police a eu assez de doutes pour effectivement se rendre chez le père de Jong-sik avec les médias et ils vont effectivement péter le sol de sa maison pour aller chercher les ossements des enfants. On casse tout le sol de la maison, on ne trouve
évidemment pas les ossements. Le père de Zhang-Chi est scandalisé, en plus d'être meurtri, dès que ce psychologue se rend compte qu'il n'y a rien du tout sous la maison. Il essaye de fuir. Sauf qu'il y a un des journalistes qui le rattrape, il l'attrape, on l'emmène au poste de police et il va faire des excuses publiques en disant qu'il s'était trompé. Il a été radié et il a plus le droit d'exercer son métier. Je crois même pas qu'il a été puni pour ce qu'il a fait ou qu'il a été poursuivi en justice. Il s'est rien passé, juste on l'a renvoyé chez lui et on lui a retiré le droit d'exercer dans la psychologie. Nous sommes le 26 septembre 2002 sur le mont Hwarhyang à Daegu, en Corée du Sud. Il y a un monsieur qui effectue une randonnée sur la montagne et qui passe une journée à ramasser des glands par terre. Il va faire ça pendant plusieurs heures jusqu'au moment où il va tomber sur des vêtements. Il va tomber sur des vêtements qui sont déchirés. Il va tomber sur des vêtements qui sont déchirés et qui en plus de ça ont l'air très vieux. Il va continuer d'avancer, il va trouver d'autres morceaux de vêtements et puis il va tomber sur un crâne humain. Donc ce matin de septembre en 2002, ce randonneur vient de trouver les restes des Frog Boys. Il contacte évidemment la police qui arrive très rapidement. Il y a un amas de randonneurs qui commence à se créer autour puisqu'il voit qu'il y a du grabuge, donc évidemment il commence à s'approcher. Il y a les médias qui sont très vite contactés. Ce qui suit après ça, c'est une scène très chaotique parce que ce qui va se passer, c'est que la police qui arrive sur place va commencer à déterrer les ossements un par un devant les parents. Les parents sont sur le côté avec d'autres randonneurs qui n'ont rien à faire là. Il y a des médias et la police n'est pas du tout spécialisée, ce n'est pas la police scientifique, ils ne savent pas quelles sont les procédures pour déterrer des ossements, déterrer un corps qui potentiellement a été abîmé par le temps. Donc littéralement, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. C'est incroyablement cruel puisqu'il y a des spectateurs à ça et parce que la police n'hésite pas à ramasser des os à main nue, attraper des vêtements et le mettre sous le nez des parents en leur demandant « Et ça, est-ce que c'est votre fils ?» Vu qu'ils ne sont pas la police scientifique, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, détruisant potentiellement des preuves. Ils font des piles avec les ossements en essayant de les trier par taille, par forme. C'est-à-dire qu'ils n'essayent même pas de reconstituer les squelettes, ils posent les os directement sur du papier journal. Donc je sais pas si vous savez, mais le papier journal ça a une encre quand même qui se dépose. C'est-à-dire que s'il y a des preuves, potentiellement ils sont en train de tout ruiner. Ils font vraiment des tas d'os, comme si on était en train de déterrer un animal de compagnie et pas 5 enfants devant leurs parents. Placent certains os directement dans des sacs, ils ne prennent aucune précaution pour préserver des os qui sont sûrement fragiles puisque ça fait 11 ans déjà qu'on cherche ces garçons. La police scientifique arrive 3 heures plus tard sur les lieux et se rend compte que potentiellement une grande partie des preuves a déjà été détruite par le peu de soins que les policiers ont mis à déterrer les corps. Il y a quelques détails qui sont un petit peu étranges. C'est-à-dire que les vêtements des enfants sont noués. Par exemple, les bras des vestes des enfants sont noués ensemble, il y a un espèce de nœud. Le pantalon est plié de manière à ce qu'il arrive derrière les épaules. Enfin, toute la position dans laquelle les vêtements et les corps sont mis est étrange. Il faut savoir qu'il y a des balles de pistolets qui sont retrouvés dans les poches de certains enfants. Les policiers se rendent compte très rapidement que chaque enfant a été blessé à la tête. Donc avec toutes ces preuves, la police arrive à la conclusion que les enfants seraient morts d'hypothermie. Les enfants seraient morts de froid. C'est la conclusion que la police donne aux médias. Les parents sont évidemment scandalisés puisqu'avec toutes les preuves qu'ils viennent d'amasser, comment on pourrait dire que des enfants sont morts de froid? Ce que la police dit, c'est que les enfants se seraient perdus dans la montagne et que la nuit aurait passé, c'était au mois de mars, il faisait très froid au mois de mars, donc la nuit serait passée et les enfants seraient morts de froid. Là où ça manque de logique et ça n'a aucun sens, bon déjà les enfants ont tous été grièvement blessés au crâne. Comme je vous ai dit au début, cette montagne elle est pas très impressionnante, c'est pas une montagne très haute. C'est pas une montagne très haute et si on regarde, vous êtes à peine à 100-150 mètres de la rue. Et que même s'ils s'étaient perdus, toute la ville est illuminée. C'est-à-dire qu'il suffirait de regarder en l'air et de voir tous les éclairages de la ville pour pouvoir redescendre. De plus, ce qui est assez étrange, c'est de penser que les enfants auraient pu se laisser mourir de froid. Cet enfant, il va chercher un refuge, il va descendre, il va rentrer chez lui, mais il va pas se laisser mourir de froid sur place comme ça en attendant. À partir de là, il va y avoir plusieurs hypothèses qui sont émises. La plus plausible et pourtant celle qui sera le moins étudiée par la police, ce serait la théorie d'un accident. Il faut savoir que à seulement 300 mètres de là où les corps ont été retrouvés, il y avait un stand de tir militaire.
Donc il y avait un stand de tir militaire là où des militaires régulièrement s'entraînent à tirer sur des cibles. Donc il y a l'hypothèse comme quoi l'enfant qui a été touché par 2 balles dans la tête aurait pu tout simplement être touché par des balles perdues accidentellement suite à un entraînement et que dans la panique, peut-être, les personnes qui étaient impliquées auraient voulu supprimer les témoins puisqu'il y avait 4 enfants qui étaient témoins. On pouvait d'ailleurs voir dans les alentours qu'il y avait pas mal de balles perdues qui étaient trouvées par terre. On pouvait trouver pas des balles, je sais pas comment on appelle ça, mais quand une balle a déjà été tirée, elle a déjà été utilisée, qui laissait penser qu'il y avait des balles qui se perdaient de temps en temps, donc très dangereux. Il faut savoir que le jour de la disparition des 5 garçons, il y avait à l'origine un 6e garçon qui était avec eux. Mais ce 6e garçon, il a rebroussé chemin très rapidement puisque sa maman lui avait dit un peu plus tôt dans la journée de pas trop s'éloigner. Par la suite, il avait été interrogé par la police et il avait signalé à la police que quand il était sur le chemin du retour, il avait entendu un gros bruit de détonation. Et puis plus rien. La police a très vite discrédité ce témoignage en disant que bon, c'était un enfant qui racontait qu'il avait entendu une détonation mais qu'il n'y avait aucune raison de poursuivre cette piste. Quand on est à 300 mètres d'un stand de tir militaire, il y a quand même de quoi se poser des questions. La police n'a quand même pas ouvert d'enquête et n'a quand même pas étudié la possibilité qu'il y ait eu un accident dans ce stand de tir. On pourrait se demander pourquoi. Souvenez-vous, je vous ai dit que le jour où les garçons ont disparu, c'était un jour férié. Ça veut dire que tout était fermé. Les magasins étaient fermés, les campus et les écoles étaient fermés. Mais ce qui veut dire également que le stand de tir était fermé. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'y a eu aucune autorisation de tir qui a été délivrée à qui que ce soit. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, un militaire, se serait rendu sur le stand de tir pour pratiquer, il l'a fait sans autorisation. Donc imaginez cet homme ou ces personnes, on ne sait pas, se seraient rendus sur le stand de tir sans autorisation, auraient tiré avec des armes qu'ils n'avaient pas l'autorisation de porter et auraient accidentellement abattu un enfant. Ce serait absolument catastrophique. Je sais pas si je peux dire ça, mais du niveau de corruption qu'il peut y avoir en Corée du Sud, quand la police n'étudie même pas cette piste et ne prend même pas la peine d'interroger ou de regarder ou de vérifier qu'il y avait quelqu'un sur le stand de tir ce jour-là, où la police ne prend pas le temps en fait de faire une enquête sur l'armée, moi ça m'étonne très peu. Au final, il n'y a aucune autre enquête qui est menée, il n'y a aucune hypothèse qui mène à une conclusion, il n'y a rien qui se passe. Même si on a retrouvé le corps des enfants, il n'y a aucune enquête qui se rouvre, il se passe rien du tout, puisque la police n'a pas plus de preuves une fois qu'ils ont retrouvé les corps. Surtout, la police n'a pas plus de preuves qu'avant, mais en plus, ils ont probablement détruit beaucoup de preuves avec la manière dont ils se sont occupés des corps et de la scène de crime. La conclusion de cette histoire, tout simplement, c'est qu'il n'y en a pas, puisqu'il n'y a jamais eu de meurtrier arrêté, il n'y a jamais eu d'autres enquêtes qui a été faite. Ils seront enterrés en 2004 et leurs crânes seront donnés à l'université de Kyungbuk pour des recherches médicales. En 2006, l'affaire est classée sans suite, puisqu'en Corée, il y a une loi comme quoi, lors d'un meurtre, si on ne trouve pas le coupable dans les 15 années qui suivent, il y a prescription. C'est-à-dire que 15 ans après le meurtre, si on trouve le coupable, si on trouve le meurtrier, on ne peut pas le traduire en justice, il y a prescription des faits. En 2015, cependant, l'Assemblée nationale vote la suppression de cette loi, c'est-à-dire que il n'y a plus de prescription pour les meurtres au premier degré. Si aujourd'hui on trouvait un suspect et qu'il y avait un coupable qui était trouvé, on pourrait le traduire en justice. Donc voilà, ça c'était l'histoire des Frog Boys, donc une histoire assez dramatique et très triste. Je pense aux parents qui du coup ont passé toute leur vie à batailler pour trouver la paix et pour avoir justice, tout simplement pour obtenir justice. C'est une histoire, comme je vous ai dit, qu'en Corée tout le monde connaît parce que ça a fait grand bruit et aujourd'hui encore de temps en temps on en parle. J'espère que j'aurai raconté ça de la bonne manière parce que c'est pas le genre d'histoire que j'ai l'habitude de raconter, donc j'espère que j'aurai fait ça respectueusement et que j'aurai utilisé le bon ton. Je vous mettrai en description un reportage très complet où on a le point de vue des parents qui est donné puisque les parents ont témoigné dans ce reportage. C'est un reportage qui est en coréen mais il est sous-titré, très bien sous-titré en anglais parce que de toute façon il a été réalisé par une chaîne anglaise, donc je vous le mets en barre de description. Je suis désolée, il n'y a pas de sous-titres français, donc si vous parlez pas anglais ça va être compliqué, faut parler anglais ou coréen, mais le reportage est vraiment très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup, ça me donne un petit peu de visibilité et puis ça m'encourage à faire plus de vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas quel jour on est quand je publie cette vidéo. Donc allez, je vous dis à la prochaine et voilà. Bisous!